Bon, eh ben super, on est parti. Un grand merci à vous d'être venus à cette conférence, table ronde, atelier, échange sur l'engagement. Alors juste pour un peu mieux vous connaître là, est-ce que vous pouvez lever un peu la main ceux qui ont mis plus de 10 heures pour venir aujourd'hui? Ah ouais, plus de 10 heures, bravo. Vous venez d'où? Ah oui, 10 heures, bravo, merci. Ceux qui ont mis plus de 5 heures pour venir. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ceux qui ont mis plus d'une heure. Ok, ok. Est-ce qu'on a des partenaires de la Croix-Rouge ici? Des partenaires? Ouais, super. Est-ce qu'on a des gens de la Croix-Rouge française ici? Ah ouais, on a quelques-uns. Ah, super. Eh bien, est-ce qu'on a des personnes engagées? Est-ce que quelqu'un est engagé ici? Mais qu'est-ce que c'est que cet engagement? Voilà. Eh bien, on va essayer, sans se prendre au sérieux, d'aborder une question qui est pas si simple. Hein. C'est un peu qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de l'engagement. Alors, à un moment, j'avais envie de mettre un peu engagez-vous, rengagez-vous. Vous savez, vous rappelez de ces affiches d'il y a très longtemps. Et on va voir que ça évolue pas mal. Et on va échanger avec Roger Su, qui va se présenter. Oui, bonjour, merci d'être là. Bien près du micro. Voilà. S'il vous plaît. Je suis universitaire, donc j'enseigne à Paris, à l'Université de Paris. Et je travaille surtout, donc plutôt du côté de la socio-économie ou de l'économie, voilà, de la sociologie économique comme vous voulez. Et je travaille plus spécifiquement sur les transformations du lien social, avec cette idée que le lien social est finalement ce qui gouverne le monde d'une certaine façon et ce qui explique les vraies transformations dans nos sociétés, donc ça mérite de regarder ça de plus près. Voilà. Merci. Et nous avons Raphaël. Alors, j'ai pas le nom en tête. Sayada. Alors, Raphaël, et vous êtes multi-engagé. Voilà, je ne sais pas si on peut vraiment dire multi-engagé, mais c'est vrai qu'à la Croix-Rouge française, en tout cas, j'ai eu un parcours d'engagement qui a été multifacette, bénévole, élu et maintenant salarié de l'association. Donc avec des formes d'engagement différentes, toutes motivées par toujours l'envie d'aider les autres en tout cas. Eh ben super, l'envie d'aider les autres, on commence à voir quelques éléments. Et donc moi je suis Guillaume Doué, formateur dans un institut de formation associative qui s'appelle l'IEDH et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Alors, hop, comme ça je vais voir un peu ce qu'on vous met. Eh ben on va commencer, je ne vais pas me mettre trop près de notre ami Larsen, pour essayer de comprendre un peu les formes, quelles sont les formes et les moteurs de l'engagement, quels sont les différents parcours de l'engagement actuellement. Et donc on va regarder ensemble voilà, un engagement citoyen multiple. Donc Marion nous a préparé quelques chiffres un peu phares et évidemment je demanderai à Roger Su de nous commenter ça. Une personne sur 4, un Français sur 4 est bénévole dans une association. 58% des Français déclarent avoir fait un don en 2017. 40% sont des donateurs réguliers et on a des donateurs occasionnels. 11 millions d'aidants. Une autre forme d'engagement en 2017, un Français sur 6. 9 millions d'utilisateurs de change.org. On en a ici des gens qui sont utilisateurs de change.org? Ok. Et 11% de la population salariée et syndiquée en 2018. Alors après, on va voir. Voilà, on y va. Alors là, je pense qu'il va falloir que je vous les lise un petit peu. Donc c'est ça, 42%, alors un Français sur 4 est bénévole dans une association, 42% étaient adhérents avant de s'engager, et 7% étaient donateurs avant. Donc
un Français sur 4 est bénévole, mais ils viennent d'où? Eh ben, on voit, certains étaient adhérents, d'autres donateurs. Et donc, on aura forcément cette notion de parcours, et on demandera à Roger Su de nous expliquer un peu. 31% ont des missions successives, et puis avec davantage de responsabilités. Et toutes ces enquêtes ont été faites notamment par Recherche et Solidarité. On vous avait peut-être annoncé la présence de Jacques Mallet. Donc Jacques Mallet n'a pas pu venir, notamment en raison des grèves, mais en revanche, comme il n'a pas voulu être totalement absent, Jacques nous a préparé les diaporamas et on l'a eu au téléphone l'un et l'autre, et vraiment il vous présente ses excuses et il est de tout cœur avec nous. Alors, actuellement en France, Roger Su, qu'est-ce qu'on peut dire des différentes formes d'engagement sur l'état des lieux, sur quelles évolutions? Je crois que cette notion d'engagement qui devient de plus en plus répandue, familière, puisque on a même un président de la République qui parle d'une société de l'engagement, ou même qui reprend l'expression que vous avez utilisée, un parcours d'engagement dès le moment scolaire et qui se poursuivrait au fond tout au long de la vie. Et il faut bien voir à quelle conjoncture, à quel moment de l'histoire ça se positionne. Ça se positionne quand même dans un moment où, plus rien ne vous est donné. Plus rien ne vous est donné. Je veux dire par là, pas de sens de l'histoire. Où est-ce qu'on va? Je veux pas offenser tous ceux qui ont une conviction personnelle ou religieuse. Est-ce qu'on aura un travail? Est-ce qu'on aura un statut? Est-ce que si on se marie, ça va tenir? Est-ce que les liens politiques qui symbolisent la nation sont tout à fait satisfaisants? Donc on est quand même dans un moment, pour le dire comme ça, où les individus sont sommés de faire leur propre vie, avec un leitmotiv qui est « deviens toi-même ». Allez, vas-y Coco, deviens, exprime-toi, sois toi-même. Et ce leitmotiv, qui est de renvoyer les individus à eux-mêmes, au fond, il a du positif et il a du négatif. Voilà. Alors, si on voit l'aspect positif, c'est au fond, a priori, vous n'êtes plus inféodé à une tradition quelconque et vous pouvez construire votre parcours, votre trajectoire, voilà, relativement librement par rapport à papa, maman, les cousins, machin, voilà, les institutions, etc. Mais en même temps, être sommé de devenir soi-même, c'est être capable précisément de s'engager, quelle que soit la nature de l'engagement. On verra après, évidemment, qu'il y a une pluralité de modes d'engagement. Mais pour s'engager, il faut aussi avoir quelques ressources. Il faut aussi avoir quelques tuteurs, malgré tout, quelques supports. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces supports existent plus facilement pour ceux qui ont effectivement un contexte, je vais le dire comme ça, un contexte familial ou socio-culturel plutôt favorisé. Et je le dis d'emblée puisqu'on va en parler, un des éléments qui reste relativement discriminant partout d'ailleurs, mais tout particulièrement pour l'engagement, c'est effectivement le niveau culturel. Alors souvent on parle du niveau de diplôme, etc. Je le dis parce que, et je devance peut-être une de vos questions, globalement, le bénévolat et l'engagement se sont répandus beaucoup plus dans toutes les sphères de la société. Avant, c'était très typé socialement, très typé en termes d'âge, très typé même en termes de région, etc. Aujourd'hui,
il y a une diffusion dans les différentes strates de la société. Je vais prendre qu'un exemple. Les hommes étaient plutôt plus engagés, globalement parlant, hein, parce que, évidemment, comme il y a beaucoup d'associations sportives, il y a plus d'hommes traditionnellement, etc. Et dans les associations sociales, il y a toujours eu plus de femmes. Hein. Ça, c'est un fait historique. Je ne sais pas si ça se vérifie pour la Croix-Rouge, mais bon, ça se vérifie pour la Croix-Rouge. Je vois des hochements de tête, donc ça se vérifie pour la Croix-Rouge. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un rattrapage presque 50-50, hommes-femmes. Voilà. Mais il reste qu'il y a toujours une discrimination par rapport à ce niveau socio-culturel. Et je dirais que, compte tenu de l'importance aujourd'hui de l'engagement, avec un grand E pour l'instant, avant de venir peut-être à des formes spécifiques on va y arriver. Hein, on va y arriver. Compte tenu de cela, il serait très très important qu'il y ait, au-delà même d'une culture et d'une valorisation dans les discours, qu'il y ait une politique, qu'il y ait des institutions, qu'il y ait une valorisation comme on en trouve, on critique suffisamment les pays anglo-saxons et les États-Unis pour leur reconnaître que eux, pour vous donner un exemple, on ne peut pas rentrer à l'université en licence ou un master si on ne peut pas rentrer. On ne peut pas s'inscrire si on n'a pas témoigné de ce qu'ils disent « give back to community », c'est-à-dire « rends un peu ce que la société t'a apporté ». On est très loin de ça en France. Moi, j'ai vécu longtemps en Scandinavie. La Scandinavie a un régime assez semblable. Donc, ne nous croyons pas très en avance sur le sujet, même si nous sommes dans des rattrapages méritoires. Voilà ce que je dirais en introduction. Ah voilà. Donc l'introduction, on comprend qu'il y a beaucoup d'engagement aussi de la part de Roger, donc je vais faire attention. Je l'ai laissé un peu parler, mais je crois que je vais intervenir un peu plus. Oui. Voilà. Pardon. Donc, non, tout va bien. Donc, mais alors après cette introduction, on va essayer d'avoir plusieurs temps. D'abord, on va essayer de comprendre, là on a ces gros mots, ces mots un peu valises, derrière engagement, qu'est-ce qu'on met concrètement actuellement en France. Et on va demander à Roger Su de nous expliquer quelles sont effectivement actuellement les différentes formes de l'engagement concrètement et quelles sont les évolutions. Et puis après, on aura le témoignage de Raphaël qui nous dira, lui, effectivement, comment il s'est engagé et comment ça a évolué. Et après, on essaiera de reprendre les différents leviers de motivation. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'engager sous différentes formes, que ce soit en tant que donateur, militant, bénévole. Et ça, on verra ça avec Roger Su. Et puis, on essaiera de prendre aussi un temps sur quelle forme ça va prendre demain. Peut-être qu'actuellement, on sent 2-3 petites choses, mais qu'est-ce que ça donnera demain? Vous voyez les 3 parties? C'est bon? Eh bien, on y va. Actuellement, en France, les différentes formes d'engagement, quelles sont-elles et comment évoluent-elles? Je dirais qu'il faut commencer par ce qui représente quand même la forme la plus courante et la plus importante d'engagement, c'est l'engagement dans le milieu associatif. Pourquoi? Parce que, d'abord, situons les choses en termes d'évolution, puisque telle était votre question. J'aime bien parler des années 60, alors non pas parce qu'elle me rappelle quelque chose, j'étais tout petit, mais parce que on a fait des années 60, en particulier avec 68, des années d'engagement et de militantisme extrêmement fort, où tout le monde était engagé dans les syndicats, dans les associations, l'éducation populaire, c'était le grand, les grandes fédérations, voilà. Et on a cette image, au fond, d'une sorte de désengagement, pour le dire comme ça, par rapport à cette période bénie qui était des années 60 jusqu'aux années finalement crise, c'est-à-dire années 73, 74, crise du pétrole, etc.
rien n'est plus faux. Donc rien n'est plus faux. Si je prends 2 chiffres qui permettent de borner un peu cette affaire, dans les années 60, il y avait aux alentours de 500 à 600 000 associations. Il y a aujourd'hui plus d'1,3 million, entre 1,3 million et 1,4 million associations, donc pratiquement le double. Et surtout, le rythme de création des associations se situait autour de 25 000 dans les années 60, et aujourd'hui, bon an, mal an, il y a 70 000 nouvelles associations qui se créent chaque année. Alors, il y a une déperdition en ligne, puisque vous savez qu'il y a des associations qui, en fait, n'existent plus, et puis voilà, sur le papier. Donc, il y a une vraie diffusion de la pratique dans les associations, et on peut dire, au fond, que c'est cette banalisation qui fait qu'on ne parle plus de l'aspect exceptionnel et militant de plus en plus de monde. À ça, il y a des quantités de raisons. Je pense que cette évolution va se poursuivre, et en même temps, donc peut-être qu'on va venir sur les différentes raisons qui font l'engagement. En seconde partie. En seconde partie. Mais si on se situe en perspective, il y a à la fois des éléments qui sont très favorables, très positifs, des éléments sociodémographiques, des événements par rapport à l'économie, des événements par rapport à la politique, des événements par rapport au lien social. Effectivement, j'aimerais bien en parler, parce que le lien social devient, d'une certaine façon, de plus en plus associatif entre les gens. Je voudrais m'expliquer là-dessus, en tordant le cou à cette idée que l'individualisme s'oppose à la socialité, parce que c'est encore un cliché, un standard qui ne tient pas. 2 secondes, si vous me donnez l'occasion, je le ferai. Et donc, il y a des quantités de facteurs qui, dans la société, poussent vers l'engagement. Je peux peut-être en prendre un plus particulier, puisque je préside ce qu'on appelle une UE à l'université, enfin voilà, c'est pas un enseignement, mais une unité, ce qu'on appelait des unités de valeur, avant, sur l'engagement étudiant dans les associations. Nous reconnaissons aujourd'hui, dans les diplômes, la valeur formative de l'engagement associatif. Et donc, toutes les universités sont tenues, aujourd'hui, c'est évidemment, comme il s'agit du bénévolat, c'est évidemment un acte volontaire. Donc, il n'y a aucune obligation à le faire, mais ceux qui le font, c'est reconnu et validé dans leur diplôme. Donc, c'est pour juste donner cet exemple-là. Donc, des facteurs très positifs. Je termine sur des facteurs qui, à mon avis, posent beaucoup de problèmes. C'est que cet engagement suppose évidemment que le réceptacle premier, c'est-à-dire la vitalité associative, soit pérenne. Or, elle est quand même très dépendante de l'idée que l'on se fait de la manière dont ce milieu peut être financé. J'ajoute un dernier mot, et je fais des réponses trop longues, je sais, mais j'ajoute un dernier mot. Vous me lancez sur un sujet qui est quand même au cœur, moi je crois au cœur de la société en plus. Je veux rappeler quand même quelque chose de très important, qui est que l'association est un des 3 principes constitutionnels. On est en train d'y rajouter la question de l'environnement, comme vous savez. Mais quand vous ouvrez les principes constitutionnels, c'est-à-dire les grands principes qui irriguent notre Constitution, le fait de vivre ensemble, l'association y est, depuis un décret d'ailleurs du Conseil constitutionnel de 1971. Cela exige que la nation dans son ensemble, je ne dirais pas l'État, pas seulement l'État, mais la nation, les entreprises, les acteurs sociaux, vous, moi, puisque la Croix-Rouge aussi vit beaucoup de la collecte publique, des dons, ça exige que
l'association ait un caractère constituant dans notre société. Constituant. C'est-à-dire qu'on lui donne les moyens, les ressources pour vivre et pour être au centre de ce qu'elle peut produire de mieux en termes de liens, en termes d'économie, je pense qu'on ne pourra pas tout voir, en termes de liens, en termes d'économie, en termes de citoyenneté, et je dirais, finalement, en termes d'engagement politique, c'est-à-dire zoon politikon, comme disait Aristote, c'est-à-dire permettre aux uns et aux autres d'affirmer, en dehors d'un bulletin de vote, une citoyenneté, une manière d'agir dans la cité. Donc, sur ce panorama de l'engagement, si j'ai bien compris, j'entends qu'on n'est pas actuellement dans une société moins engagée, mais dans une société engagée différemment avec différentes formes. Et dans les différentes formes, on a déjà parlé effectivement des donateurs, des bénévoles, et puis tout ce qui est militant. Roger Su nous a pas mal parlé des associations, et peut-être aussi pour rappel, on sait qu'actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à s'engager dans le milieu associatif, entre autres parce que parfois ils trouvent ça un peu rigide, hein, ça nous renvoie, nous, dans le monde associatif, parfois à nos propres fonctionnements. Et il y a donc plus en plus aussi de collectifs, d'autres formes d'engagement, autres que le bénévolat classique, voilà. Donc d'autres formes de militance. Alors, merci pour cette première partie. Je signale quand même que l'association ne suppose pas nécessairement une déclaration en préfecture. La loi du 1er juillet 1901 était une loi de liberté qui indique que chacun est libre de se réunir et de s'associer. Et Waldeck-Rousseau, qui était à l'origine de cette loi, qui était président du Conseil à l'époque, se retournerait dans sa tombe en regardant le nombre d'associations qui, aujourd'hui, sont déclarées et font des tas de choses de manière très organisée, j'allais dire presque de manière institutionnelle. N'oublions jamais ça. Et pour, effectivement, renforcer ce que vous dites, en même temps, on voit dans les études, en particulier, il y a une grande étude, je signale, bon, on va les laisser, voilà, on n'a pas besoin de papier. Je signale parce que finalement, c'est ce qu'on va dire, c'est pas grand-chose, on va pas avoir beaucoup de temps, bien que mon ami Yannick Blanc, ici présent, qui vous en dira aussi beaucoup. Vous pouvez vous rendre sur le site Recherche et Solidarité et télécharger gratuitement des études sur le bénévolat, sur l'engagement, etc., depuis une quinzaine d'années et avoir comme ça un panorama extrêmement intéressant de qui, pourquoi, de quelle manière. Et ce que nous avons remarqué, c'est qu'effectivement, il y avait des engagements plus ponctuels et qui pouvaient se faire au-delà ou à côté des associations. Mais en même temps, c'est une promesse, j'allais dire, c'est une promesse d'associativité et c'est une promesse qui laisse penser que les associations en bénéficieront aussi si elles savent s'adapter à l'associativité, car il faut que les associations fonctionnent de manière associative. Et ça, vous pourrez aussi le retrouver dans les études de la Fonda. Voilà, Yannick Blanc qui est présent, beaucoup de choses sur la Fonda, sur ce sujet-là. Alors, Raphaël Sayada, alors, tout à l'heure, j'ai dit multi-engagé. Alors, c'est peut-être pas la bonne forme parce qu'il y a peut-être qu'un engagement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui, au départ, vous a donné envie de vous engager à la Croix-Rouge ? Directement à la Croix-Rouge ? Oui, directement. Alors, moi, j'ai commencé mon engagement à l'âge de 16 ans. J'ai commencé en rejoignant les équipes secouristes de la Croix-Rouge, qui m'a motivé au début et peut-être pas ce qui me motive aujourd'hui dans mon engagement. C'est vrai qu'à 16 ans, je voulais m'occuper essentiellement. J'ai rencontré des gens qui formaient une équipe.
on va dire, rentrer dans cette équipe, c'est quelque chose qui est assez motivant quand on est jeune. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de ma découverte de ce que c'était que la Croix-Rouge et de ce qu'elle proposait, j'ai pu finalement me motiver différemment à venir chaque jour à la Croix-Rouge. Et je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites que les individualités ne s'opposent pas à la socialisation, au fait de pouvoir tous être ensemble. Très vite, j'ai vu dans mon engagement qu'en fait, je pouvais y gagner quelque chose. C'était surtout de l'acquisition de compétences au début, ces compétences qui, du coup, m'ont permis de découvrir des nouvelles choses. Et l'aboutissement, finalement, de cette acquisition de compétences, moi, je l'ai un peu trouvé, puisqu'aujourd'hui, je suis salarié à la Croix-Rouge, notamment grâce à ce que j'ai fait en tant que bénévole. J'ai été recruté suite à mon engagement bénévole. Et du coup, c'est vrai que, personnellement, je me suis dit... ces compétences vont me permettre d'aller plus loin. Quelles compétences, par exemple, vous avez pu découvrir dans votre engagement, dans votre premier engagement? Et évidemment, ça reste entre nous. C'est pas une histoire d'avoir les chevilles qui gonflent, mais en toute simplicité, quel type d'engagement, de compétences vous avez pu développer? Alors, moi, quand je suis rentré donc, à la Croix-Rouge, je vous disais, j'avais 16 ans, notamment quand j'étais à l'école, qu'on me demandait de prendre la parole. Je balbutiais des mots, je devenais rouge, j'étais incapable d'aligner deux idées d'affilée. Mais finalement, en rentrant à la Croix-Rouge, je suis devenu assez rapidement formateur. Et du coup, d'apprendre à parler en public, c'est quelque chose qui, finalement, m'a permis d'évoluer. Et aujourd'hui, j'ai un peu moins de difficultés à le faire. Donc, je dirais qu'il y a... Devant notre public nombreux de 300 000 personnes. Voilà, merci exactement. beaucoup. Et puis, il y a aussi une part que j'ai pu découvrir, c'est en prenant des responsabilités, encadrer des équipes. Dans, justement, le management, j'ai pu un petit peu évoluer là-dedans, découvrir des choses et me former. Et puis finalement, c'est ce qui m'a amené aussi à mon travail d'aujourd'hui. Rapidement, à la Croix-Rouge, j'ai commencé à animer la communication dans mon unité locale à Marseille. Et justement, j'ai découvert quelque chose de nouveau. J'ai essayé j'ai essayé des choses. Et petit à petit, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et aujourd'hui, je fais partie de la direction de la communication et du développement des ressources à la Croix-Rouge. Et donc, je mets en œuvre un petit peu ce que j'ai pu découvrir dans mon engagement marseillais. Et entre les deux, je crois qu'il y a eu un engagement d'élu. Tout à fait. C'est-à-dire que au début, je me suis engagé, j'ai commencé à avoir des responsabilités, je suis rentré dans les équipes d'encadrement de la Croix-Rouge et puis on m'a proposé de rejoindre le bureau de mon unité locale, ce qui m'a permis aussi là de pouvoir un petit peu rendre à la Croix-Rouge ce qu'elle avait pu me donner. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai beaucoup perçu de sa part, par justement cette formation qu'on m'a proposée. Et puis à un moment donné, quand on m'a proposé de devenir élu, je me suis dit, finalement, c'est une occasion de rendre. Je vais pouvoir essayer de contribuer à ce que la Croix-Rouge se construise mieux déjà à Marseille. Comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer l'expérience des gens qui sont accueillis ou qui sont recrutés par la Croix-Rouge. Et petit à petit, justement, j'ai progressé. J'ai fait partie d'un programme interassociatif à la Croix-Rouge qui est en lien avec l'Institut de l'engagement, qui est une masterclass où justement on nous apprend aussi ces choses-là. Je me suis dit, je vais pouvoir porter un projet au niveau national et vraiment contribuer à la construction de la Croix-Rouge. Et c'est ce qui m'a motivé aussi à rejoindre le siège en tant que salarié, c'est d'essayer de justement construire l'association et de rendre un petit peu ce qu'elle m'avait donné et ses formations et cette expérience. Donc l'idée, c'était pas de faire carrière à la Croix-Rouge, c'était vraiment de vivre différemment un engagement qui était toujours là, et c'est ça ? C'est ça exactement, c'est vivre différemment, c'est progresser, et puis petit à petit, c'est se dire, à Marseille, j'ai pu construire des choses, finalement, il m'est donné la possibilité d'essayer de les construire à un plus haut niveau et d'essayer de faire en sorte que l'association et qu'au final, l'ensemble de la société aille mieux. Moi, je me dis toujours que c'est une histoire d'échelle, on peut changer autour de soi, et je me dis que finalement, là, c'est la meilleure façon de porter plus loin ces idées-là. Alors, on va peut-être un peu réagir là sur ce lien là, bénévole, salarié et élu, mais sur les deux premiers. J'interviens régulièrement dans des écoles d'éducateurs spécialisés et autres sur le bénévolat. Alors souvent, première réaction, oh là là, les bénévoles, c'est des amateurs. Alors souvent, moi je les reprends un peu en disant, je connais des bénévoles qui sont des vrais pros, des salariés qui sont des vrais amateurs et vice-versa. Ce n'est pas le statut qui fait la compétence. Voilà. Et pareil au niveau de l'engagement. On connaît dans les associations des donateurs, des volontaires en service civique, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, des volontaires, qui sont hyper engagés.
Est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous recevez un salaire, que vous êtes moins engagé ? Pas du tout. Moi, je trouve que finalement, effectivement, un salaire, c'est bien. Moi, je suis content quand même d'être salarié de la Croix-Rouge, mais ça ne m'empêche pas de continuer à m'engager bénévolement. Enfin, je n'ai pas l'impression de compter les heures que je donne à la Croix-Rouge. Je me dis que finalement, ça vient compléter un petit peu ce que je fais. Et puis aujourd'hui, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet de me consacrer uniquement à ça. Là où avant, finalement, travailler, ça veut dire qu'il y a un moment donné où il va falloir faire son boulot, et puis après, il va falloir se concentrer sur l'association. Là, aujourd'hui, ça me permet de me consacrer pleinement à justement la Croix-Rouge et faire évoluer son histoire et la société. Alors merci, parce que là, ça nous donne un boulevard pour arriver sur la seconde partie. Qu'est-ce qui motive, quelles sont actuellement vraiment les différentes formes de motivation ? Est-ce qu'on peut dire que l'engagement, c'est pour soi et pour les autres ? Est-ce que ça irait comme slogan ? Avant la décision personnelle, non, parce que, vous savez, les choses sont quand même d'abord socialement situées. Donc, il y a 2 éléments essentiels qui font l'engagement. Le premier, c'est la tradition familiale. Quand il y a eu un père, un grand-père, enfin une mère, etc., engagé, d'ailleurs dans des sphères qui peuvent être différentes, politiques, etc., il y a des chances, plus de chances pour que les enfants s'engagent. Bon, je ne sais pas si la Croix-Rouge, ça se fait de père en fils, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose qui est de l'ordre de la transmission générationnelle dans des grandes associations comme la Croix-Rouge. La deuxième raison forte qui fait et qui prouve, et qui va mener à l'engagement, c'est la précocité de l'engagement. D'où l'importance d'un thème, je ne sais pas si on pourra l'aborder, de promouvoir l'engagement le plus tôt possible dans la scolarité des enfants. Vous avez vu d'ailleurs que c'est un projet de l'éducation nationale qui consiste, alors ça se cherche autour d'un service qui au départ était militaire, puis personne des militaires n'en veulent plus, et puis voilà, ça coûte. Et donc on est en train de chercher, au fond, la manière dont on peut provoquer des engagements précoces. Donc voilà. Ça, c'est très et ça sera redéveloppé aussi plus tard dans ces 2 jours. On aura des temps spécifiques sur cette question aussi. Maintenant, il y a des facteurs sociodémographiques en tant que tels qui sont favorables à l'engagement. Le niveau monte. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus le niveau monte et plus les individus ont une tendance à vouloir s'exprimer et à dire « moi je », ce qui est très bien, dans une association, il faut, et on peut dire « moi je » avec les autres d'ailleurs. Et donc, c'est un facteur aussi favorable. Je parlais du rapprochement des genres, hommes-femmes. Là aussi, c'est un facteur positif pour l'engagement. Un autre facteur positif auquel on peut penser, c'est aussi le vieillissement de la population. Car effectivement, proportionnellement, évidemment, les individus qui se situent hors de la sphère du travail, ou qui sont en pré-retraite ou en début de retraite, c'est là où il y a le pic de l'engagement, et ça se comprend aisément. Donc une société vieillissante comme la nôtre, je dirais, devrait être a priori plus propice à l'engagement. Et puis, il y a toutes les formes de reconnaissance de l'engagement dont vous venez de parler. En particulier, il y a une forme qui est extrêmement importante, c'est aujourd'hui la reconnaissance des compétences qu'on peut acquérir dans les associations et que l'on acquiert nulle part ailleurs, d'une certaine façon, car l'association n'apprend pas sur le mode de la directivité scolaire ou institutionnelle comme toutes les institutions éducatives, mais je dirais par frottement, par savoir expérientiel échangé, et par ce que l'on appelle aujourd'hui, au fond, et qui constitue l'essentiel, y compris dans la sphère du travail, ce qu'on appelle les compétences transversales, c'est-à-dire précisément la capacité pour l'individu à entrer en relation avec un autre, la faculté d'empathie, la faculté d'initiative, la faculté de la créativité,
toutes ces notions qui, aujourd'hui, sont absolument capitales pour les entreprises. Et vous comprenez là qu'aujourd'hui, il y a des formes de mutualisation, je dirais, quand on pense au mécénat de compétences, par exemple, entre les entreprises et les associations. Et ceux qui pouvaient croire instrumenter les autres, finalement, ça n'est pas le cas. Car les entreprises deviennent souvent, en particulier dans le mécénat de compétences, tributaires d'un certain nombre de compétences qu'elles ne peuvent pas apporter elles, que les institutions éducatives n'apportent pas, que la famille n'apporte pas nécessairement, mais que les associations apportent. Et pour la valorisation, on peut aussi se rappeler qu'il y a quelques années, quand certaines associations voulaient valoriser les compétences, valoriser les expériences associatives pour aller dans la compétence professionnelle, il y a eu plein de livrets faits par le ministère, par France Bénévolat. Et maintenant, ça a un peu évolué. On se rend compte que ce n'est pas uniquement l'histoire des compétences, mais tout ce que vient de nous dire Roger Su, c'est vraiment aussi dans le cadre des relations, du savoir-être, et c'est très demandé actuellement par les RH. Voilà, c'est un vrai levier de motivation aussi. Voilà. Raphaël, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Parce que vous le vivez. Alors. Oui. Bon, moi, après, j'ai été recruté par la Croix-Rouge et j'étais engagé à la Croix-Rouge. Donc, c'est vrai que ces compétences-là, la Croix-Rouge me les a apportées. Après, moi, je me dis que j'aurais un peu réussi cette transformation, en tout cas, à partir de mes compétences, quand je serai engagé finalement peut-être un jour ailleurs qu'à la Croix-Rouge, puisque du coup, ça voudra vraiment dire qu'on est capable de s'appuyer sur des compétences qu'on acquiert en tant que bénévole et qu'ensuite on est capable de transformer dans un environnement salarié qui est, dans une entreprise qui n'est pas celle dans laquelle on a évolué. Voilà, en sachant que dans le milieu associatif, on n'a pas à rougir des compétences par rapport à l'entreprise. Je rappelle quand même 1 900 000 salariés à peu près dans le milieu associatif, 1 million d'équivalents temps plein. Et pour faire moi de la formation en milieu associatif, je me rends compte qu'il y a quand même... on n'a absolument pas à rougir des compétences, on a des vrais savoir-faire aussi. Et demain, l'engagement demain. Là, vous nous avez quand même pas mal recentré peut-être sur le milieu associatif. J'aimerais bien aussi qu'on aille voir un peu là, ces formes sur les collectifs. Est-ce qu'on commence à avoir quelques idées des formes que prendront les engagements différents dans les années à venir, avec une société qui évolue beaucoup. Encore ce matin, j'entendais l'évolution, par exemple, des CDD de plus en plus courts. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu ces enquêtes. Comment les gens pourront s'engager et comment ils voudront s'engager demain? Il s'agit de la société dans son ensemble. Pourquoi ? Je voulais justement rapprocher cette question de l'engagement de la question de l'évolution du lien social. Or, ce qui est en train de bouger dans le lien social aujourd'hui, c'est un nouveau rapport entre les individus qui est que l'individu aujourd'hui se situerait, enfin moi dans ce que j'appelle un individu relationnel. C'est-à-dire que, et ça se comprend assez facilement, l'individu ne se réalise que dans le rapport aux autres. Donc opposer l'individualité et la société est une stupidité. Proudhon disait déjà, on est individu à proportion des cercles sociaux que l'on fréquente. Prenons l'exemple contraire, Narcisse. Il n'y a pas plus individu que Narcisse apparemment. Mais qu'est-ce qui arrive à Narcisse ? Narcisse, il tombe dans le puits. Il est seul. Narcisse est seul. Donc l'individualité qui est en train de se développer est une individualité relationnelle, est une individualité aussi qui fait appel à la singularité.
C'est-à-dire que les individus aujourd'hui ne sont plus comme à l'époque des Lumières où on découvre l'individu tous pareils, mais au contraire tous différents. C'est-à-dire que l'individualité aujourd'hui se caractérise par la singularité. Or, l'effet de cette singularité est extrêmement fort dans la société parce qu'elle déclenche quoi? Si je me pense, moi, comme singulier, à nul autre pareil, avec mes qualités, mes défauts, etc., mais moi, eh bien, ça me fait entrer dans une relation d'égalité extrêmement profonde par rapport à l'autre. C'est-à-dire que l'égalité de principe, aujourd'hui, que les individus ont en tête, c'est-à-dire, il est peut-être plus fort pour faire du fric, mais moi, je suis plus fort pour le gâteau au chocolat. Et allez me dire que le gâteau au chocolat, c'est complètement nul. Non, c'est pas nul. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la singularité, j'allais dire un mauvais jeu de mots, l'ego fait l'égalité, d'une certaine façon. Et tout le monde, aujourd'hui, à juste titre, se prend pour quelqu'un. Voilà. Et comme se prendre pour quelqu'un, c'est rentrer, non pas dans une égalité où tout le monde a la même chose, mais dans une égalité où, au fond, chacun est l'égal de l'autre parce qu'il est différent et non pas similaire. L'ensemble de ces caractéristiques qui définissent aujourd'hui le nouveau lien social, on peut l'appeler comme ça, eh bien, je pense que ça correspond à ce que moi j'appelle l'associativité, qui est la matrice même de l'association et de tous les engagements. Et je vais juste vous donner un exemple que je crois assez parlant, assez illustratif. C'est que je crois que Internet, le numérique, comme on dit, n'est pas arrivé comme ça et ne s'est pas diffusé dans la société par hasard. Pas parce que, d'ailleurs, souvenons-nous, Internet était une technologie cachée, surtout que personne ne devait connaître, puisque c'était une technologie militaire. À l'origine, américaine, du Pentagone, et c'était pas du tout une technologie pensée pour le public. Et d'ailleurs, ça va rester pendant une vingtaine d'années dans les cartons. Et je me souviens encore du chercheur qui pense à un truc génial, le HTML, c'est-à-dire la manière de faire communiquer des pages entre elles et de passer d'un site à l'autre, qui pour nous est tellement évident. Il présente ça, personne n'en veut. Il finit par le donner gratuitement. Il dit voilà, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qui fait que cette technologie coûteuse, je sais pas, enfin pour les plus, il n'y a pas beaucoup d'anciens ici, mais voilà, Croix-Rouge, c'est les jeunes. Mais une technologie coûteuse avec des grands bahuts qui étaient les ordinateurs de l'époque, avec des, je sais plus comment c'est, des modems qui fonctionnaient un truc sur deux. En 15 ans, ça fonctionne, ça vous donne le petit dérivé, le smartphone, etc. Qu'est-ce qui fait ça? En sachant que dans la société, 85 à 90% des innovations foirent. C'est-à-dire, elles sont pensées par des gens très intelligents, mais elles ne marchent pas. Ce qui fait d'ailleurs que quand vous achetez un produit, vous achetez en même temps le prix des produits de tous ceux qui n'ont pas fonctionné. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Donc, une technologie qui enflamme le grand public et qui sature un marché en 20 ans, et qui devient le médium, c'est-à-dire ce qui fait la médiation des relations entre les individus, eh bien, c'est forcément qu'elle répond à une nouvelle forme de socialité. Et cette nouvelle forme de socialité, vous pouvez la penser d'ailleurs, moi je pense Internet, qui est effectivement le reflet de cette société de l'engagement, comme une métaphore technologique du lien d'association. Pas de haut, alors on va bientôt clore. Pas de bas, pas de gauche, pas de droite, one to one, one to many, many to one, et même le mot réseau. Bien avant Internet, les associations se considéraient comme des réseaux. Alors,
Une dernière question. Là. Quelle place vont avoir les associations dans ce contexte? C'est-à-dire qu'on a entendu qu'elles allaient évoluer, ok. On voit dans quel le lien social avec lequel ça se construit, mais qu'est-ce que ça va devenir les associations? Hervé Serriex, ancien président de France Bénévolat notamment, lui dit qu'actuellement en France, il y a énormément de choses qui éclatent. Il n'y aurait pas les associations, la société éclaterait. Vous en pensez quoi? Oui, il y a eu une grande campagne du mouvement associatif. D'ailleurs, on peut se poser la question qui était: que serait le monde sans les associations? Et effectivement, les associations remplissent de plus en plus de fonctions pour une raison assez simple, qui est en même temps une contradiction dans notre société, c'est qu'aujourd'hui, les individus veulent plus de socialité. Et quand je dis de socialité, c'est-à-dire ce qui fait la socialité, de l'éducation, de la santé, du rapport social, de l'environnement. Et quand vous pensez à la notion d'économie immatérielle, ou même pensez au concept un peu valise, justement, de l'économie de la connaissance, ça veut dire que nous sommes dans une économie du faire connaissance. Hein, la connaissance, c'est faire connaissance. Eh bien, dans cette économie-là, dans cette société-là, l'associativité a nécessairement une place de plus en plus importante. Nous serons de moins en moins dans une société du faire et de plus en plus dans une société de la connaissance. Ça pose un problème considérable que certains d'ailleurs peuvent voir comme une contradiction inhérente au capitalisme lui-même, qui est: qu'est-ce qu'on fait quand une économie devient de fait de plus en plus sociale, c'est-à-dire quand le social devient le vrai ressort de la valorisation de l'économie. Et ça, cette contradiction-là, qui est patente, on le voit bien, pose un problème. Quelle sera, par rapport à ça, la réaction de la société et dans quelle voie nous irons, puisque telle était votre question? Je crois que la réponse est ouverte. Je l'ai dit peut-être en introduction d'ailleurs, d'un côté, la socialité va dans ce sens, et il tient que finalement qu'aux individus de renforcer cette associativité, et elle va se renforcer pour toute une série de facteurs. En même temps, il faut voir que les institutions qui ne sont pas, par définition, dans un principe d'horizontalité et d'associativité, sont plus que bousculées, et l'institution des institutions, c'est-à-dire la politique, puisque l'institution instituante des institutions, c'est le politique, n'est pas du tout dans cette configuration aujourd'hui. Et donc, il y a un vrai paradoxe entre une évolution sociale extrêmement rapide de ce point de vue et des institutions qui peinent à accepter, au fond, la radicalité de ce changement qui, vous le voyez bien, interpelle le rapport des individus entre eux, mais aussi l'économie, mais aussi les formes de décision politique. Eh ben, un grand merci Roger Su de nous avoir planté le décor. Merci à Raphaël d'avoir témoigné. Et donc, sur la suite, je vous invite à regarder aussi bien la table ronde qu'après que d'autres qui vont être sur mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant à la Croix-Rouge? Comment on accueille les jeunes? Vous avez un programme très riche d'ici demain. Un grand merci de votre attention et vraiment merci pour votre engagement. À vous. Voilà, merci. Merci. Une dernière précision, Roger Su, vous pourrez le retrouver pour des échanges plus directs dans le quartier Société Inclusive sur la librairie, où vous avez quelques livres qui vous attendent. Et là, on continue directement sur une scène, d'ici 5 minutes, autour des parcours d'engagement et comment est-ce que toutes les réflexions qu'on vient d'avoir autour des moteurs d'engagement, des envies d'agir, mais en fait, on peut concrètement les retranscrire dans des parcours. Merci beaucoup.